Chapitre 15. Biologisation et chute de l'éros. Dans le banquet de Platon, Diotime semble tout d'abord polémiquer avec Aristophane. Elle dit que tous les hommes, avec l'amour, tendent au bien et que l'objet de l'amour, c'est dans l'ensemble la possession perpétuelle de ce qui est bon. Car l'amour n'est amour ni d'une moitié ni d'un entier. Mais il s'agit en réalité de la même chose exprimée en des termes différents. Le bon ou le bien, ayant dans la conception grecque une signification non morale, mais ontologique, au point de s'identifier à ce qui est de manière éminente, à ce qui est parfait et complet. Et c'est à cela que renvoie sous le revêtement de la fable le mythe de l'androgyne. Diotime affirme ensuite que le zèle, l'effort soutenu de celui qui tend à cette fin, prend la forme spécifique de l'amour, en relation avec une force créatrice. Nous la citons. Chez tous les hommes, Socrate, poursuivait-elle, il y a, sache-le, une fécondité, et selon le corps et selon l'âme. De plus, une fois que nous avons atteint un certain âge, notre nature a le désir d'enfanter. Or, enfanter, elle ne le peut dans la laideur, tandis qu'elle le peut dans la beauté. En effet, l'union de l'homme et de la femme est un enfantement. C'est dans le vivant mortel la présence de ce qui est immortel. Fin de citation. Le sens de la métaphysique du sexe reçoit ici d'un côté une confirmation. Aspiration à la possession éternelle du bien. L'amour est aussi aspiration à l'immortalité. Mais d'un autre côté, on passe avec la doctrine de Diotime à une physique du sexe qui annonce curieusement les thèses de Schopenhauer et des darwiniens. Tourmentée et dominée par l'élan de l'amour, la nature mortelle cherche à atteindre l'immortalité sous la forme de la continuation de l'espèce, en engendrant. Or, elle le peut seulement par ce moyen, par la génération, vu que celle-ci, à la place de l'être ancien, en laisse toujours un nouveau. Et Diotime d'évoquer un homme quasiment supra-individuel qui se perpétue à travers la chaîne ininterrompue des générations grâce à l'éros procréateur. Ouvrez les guillemets. En effet, même dans ce qu'on appelle la vie individuelle de chaque vivant et dans son identité, oui, cet être-là, quoiqu'en lui il n'ait jamais les mêmes choses, on l'appelle néanmoins le même. Et cependant, tout en faisant des pertes, il se renouvelle incessamment dans sa chevelure, dans sa chair, dans ses os, dans son sang et d'une façon générale dans tout son corps. C'est de cette façon, sache-le, qu'est sauvegardé tout ce qui est mortel. Non point comme ce qui est divin par l'identité absolue d'une existence éternelle, mais par le fait que ce qui s'en va, miné par son ancienneté, laisse après lui autre chose. Fermez les guillemets. C'est précisément l'immortalité comme pérennité de l'espèce. Et Diotime parle vraiment comme un disciple de Darwin en expliquant ainsi le sens le plus profond, non seulement de la pulsion sexuelle visant à éviter l'extinction de la lignée, mais de la pulsion qui, sans être dictée par aucun raisonnement, pousse les animaux à s'accoupler, ainsi qu'à toutes sortes de sacrifices pour nourrir, protéger et défendre leur progéniture. Ce n'est pas un hasard si cette théorie est mise dans la bouche d'une femme en premier lieu et en second lieu d'une femme comme Diotime de Mantinée, initiée à des mystères qu'on peut légitimement appeler les mystères de la mer, et qui renvoient au substrat pré-hellénique, pré-indo-européen d'une culture d'inspiration tellurique et gynécocratique. Nous réservons le droit de revenir sur ce point. Pour l'instant, nous dirons seulement que, dans l'optique d'une telle culture qui plaça le mystère maternel de la génération physique au sommet de sa conception religieuse, l'individu n'a pas d'existence propre. Il est transitoire et éphémère, seule étant éternelle la matrice cosmique maternelle, où il ira se dissoudre, mais d'où éternellement il renaîtra. Tout comme un arbre dont les feuilles mortes sont remplacées par d'autres feuilles. On est ici à l'opposé de la conception de l'immortalité véritable, olympienne, qui implique au contraire la rupture du lien naturaliste et tellurico-maternel, la sortie du cercle pérenne de la génération, l'ascension vers la région de l'immutabilité et de l'être pur. Au
au-delà de certains aspects d'une déconcertante modernité paradarwinienne, ce qui se trahit dans la doctrine de l'éros exposée par Diotima, c'est donc l'esprit de la religion archaïque, pélagienne et tellurique de la mer. Quant au dernier mystère et à la révélation auquel Diotima fait allusion, nous verrons plus loin ce dont il s'agit. Pour le moment, il est essentiel de noter qu'on a, avec la théorie de l'androgyne et avec celle de la survie dans l'espèce, deux conceptions effectivement antagonistes. L'une d'inspiration métaphysique, uranienne, virile et éventuellement prométhéenne, l'autre d'inspiration tellurico-maternelle et physique. Mais en dehors de cette antithèse, il est encore plus important de considérer le point de passage idéal d'une vue à l'autre et le sens de cette transition. Il est évident que l'immortalité tellurique ou temporelle est une pure illusion. À ce niveau, l'être absolu échappe indéfiniment à l'individu, car en engendrant, celui-ci donnera toujours naissance à un autre être affecté du même désir impuissant dans une réitération sans fin, ou pour mieux dire, avec une fin possible, au sens négatif, parce qu'une lignée peut s'éteindre, parce qu'un cataclysme peut mettre un terme à l'existence non seulement du sang auquel on appartient, mais de toute une race, de sorte que le mirage de cette immortalité est on ne peut plus fallacieux. C'est dans cette perspective qu'on peut faire intervenir certes le mythique démon schopenhauerien de l'espèce, et dire que les amants sont trompés par lui. Que le plaisir est l'appât de la génération, que la beauté et le charme féminin sont de simples appâts, que lorsque les amants, dans l'ivresse de leur étreinte, croient vivre une vie supérieure et saisir l'unité, ils sont en réalité au service de la procréation. Kierkegaard, remarquant précisément que les amants forment un seul moi dans l'union et sont pourtant trompés puisque, en cet instant même, l'espèce triomphe sur les individus, contradiction, dit-il, plus ridicule que tout ce pourquoi Aristophane trouvait l'amour ridicule, Kierkegaard donc souligne avec raison que dans ce cadre même, une perspective supérieure ne serait pas exclue si l'on pouvait penser que les amants, à défaut de parvenir pour eux-mêmes à une existence non plus divisée et mortelle, en acceptant de servir d'instrument à la procréation, en se sacrifiant eux-mêmes, voyaient au moins ce but se réaliser dans l'être engendré. Mais il n'en est pas ainsi. L'enfant n'est pas engendré comme un être immortel qui arrête la série et qui monte. Il est engendré en tant qu'être identique à eux. C'est l'éternel et inutile remplissage du tonneau des Danaïdes, le vain tissage de la corde d'Oknos, que l'âne du monde psychique inférieur n'en finit pas de ronger. Mais cette errance vaine et désespérée dans le cercle de la génération cache elle aussi une métaphysique, la nostalgie de l'être absolu, par involution et dégradation, se transforme dans ce qui se tient derrière l'accouplement animal et la procréation, devient recherche d'un succédané pour répondre aux besoins de confirmation métaphysique de soi. Et la phénoménologie de l'éros suit cette descente, cette dégradation. D'ivresse qu'il était, l'éros se fait toujours plus désir extraverti, soif, concupiscence charnelle, s'animalise, devient pur instinct sexuel. L'éros trouve alors sa syncope dans le spasme et dans l'abattement consécutif à la volupté physique, laquelle, chez le mâle surtout, est de plus en plus conditionnée par un processus physiologique essentiellement ordonné à la fécondation. La vague s'enfle, on parvient à l'acmé, on atteint le moment fulgurant de l'étreinte, de la destruction de la dyade, mais les amants sont comme assommés par l'expérience, submergés et dissous dans ce qui est appelé précisément le plaisir. Liquida voluptas, phénomène de dissolution, telle est l'expression latine opportunément rappelée par Michelstetter. C'est donc comme si la force échappait à celui qui l'a mis en mouvement. Elle passe dans le domaine du bios, se fait instinct, processus quasi impersonnel et automatique. Inexistant comme contenu de la conscience érotique, l'instinct génésiaque devient réel sous la forme d'un ES, pour emprunter ce terme à la psychanalyse, d'une gravitation obscure, d'une contrainte vitale qui se soustrait à la conscience et éventuellement l'ébranle
et l'entraîne. Tout cela non parce qu'il existe un vouloir de l'espèce, mais parce que la volonté de l'individu de dépasser sa propre finitude ne peut jamais être entièrement extirpée, étouffée ou refoulée. Elle survit désespérément sous cette forme obtuse et démonique, en vertu de laquelle elle fournit l'impulsion primordiale au cercle éternel de la génération. Pouvant encore saisir ici, dans le rapport qu'entretient la temporalité avec l'éternité, dans cette succession et cette réitération des individus selon l'immortalité de la mère, un ultime et fallacieux reflet de l'immortalité. Mais lorsqu'on descend sur ce plan, c'est la limite même entre monde humain et monde animal qui s'efface peu à peu. Comme on l'a dit au commencement, c'est le processus explicatif habituel qui doit être inversé. L'inférieur se déduit du supérieur. Le supérieur explique l'inférieur. L'instinct physique procède d'un instinct métaphysique. Le désir primordial, c'est le désir d'être. C'est précisément une impulsion métaphysique dont l'instinct biologique d'autoconservation et l'instinct de reproduction sont des précipités, des matérialisations qui créent sur leur plan leur propre déterminisme physique. Partant de l'ivresse hyperphysique, d'une exaltation transfiguratrice et anagogique, la phénoménologie de l'éros humain trouve sa limite inférieure dans l'orgasme proprement charnel d'ordre génésiaque. On arrive ensuite aux formes de sexualité spécifiques aux animaux. Et puisqu'il faut voir dans les espèces animales des spécialisations dégénératives de possibilités latentes dans l'être humain, spécialisation ayant fini dans des impasses et correspondant à des types qui incarnent un développement mutilé, grotesque, obsessionnel de ces possibilités, on considérera dans la même optique toute correspondance possible entre la vie sexuelle et l'amour chez l'homme d'une part, et dans le règne animal d'autre part. Des dissociations, des absolutisations sombres et extrêmes de tel ou tel aspect de l'éros humain. C'est cela que l'on trouve dans le règne animal. Ainsi, nous voyons le magnétisme du sexe pousser et guider, parfois télépathiquement, des espèces dans des migrations nuptiales couvrant des distances inouïes, impliquant de terribles privations et des situations qui tuent une grande partie des migrants. Tout cela pour que soit atteint le lieu où les germes peuvent être fécondés et où les œufs déposés. Nous voyons les nombreuses tragédies de la sélection sexuelle parmi les fauves, l'impulsion aveugle et souvent destructrice de la lutte sexuelle, qui n'a pas pour objectif, malgré toute apparence, la possession de la femelle, mais la possession de l'être, cherchée d'autant plus sauvagement que désormais, le plan où il est possible de le trouver est plus éloigné. Nous voyons la cruauté métaphysique de la femme absolue s'hypertrophier dans la cruauté de la menthe religieuse, qui tue le mâle pendant l'accouplement, immédiatement après qu'il l'a servi, et nous observons des phénomènes analogues dans la vie des hyménoptères et d'autres espèces. Noces mortelles, mâles dont l'existence prend fin après l'acte procréateur, ou bien qui sont tués et dévorés durant l'acte sexuel. Femelles qui succombent après avoir déposé les œufs fécondés. Nous constatons l'existence chez les batraciens du coït absolu, non interrompu par des blessures ou des mutilations mortelles. Et nous voyons dans l'érotique des limaces la limite extrême du besoin de contact complet prolongé et du sadisme de la pénétration multiforme. Nous voyons la fécondité prolétarienne humaine devenir pandémie et pullulement indéfinie dans les espèces les plus basses, jusqu'à ce qu'on s'approche du plan où l'on rencontre, avec l'hermaphroditisme des mollusques et des tuniciers, ou avec la parthégenèse des organismes unicellulaires, des protozoaires et de quelques-uns des derniers métazoaires, le principe même, mais alors inversé, perdu dans le bios indifférencié, qui est au commencement de toute la série descendante. Ce sont là toutes les formes qu'un Rémy de Gourmont a décrites dans sa Physique de l'amour. Mais tout ce monde de correspondance se présente maintenant à nos yeux sous un éclairage différent. Ce ne sont plus les antécédents de l'éros humain, ces stades évolutifs inférieurs qui se révèlent à nous ici, mais les formes liminales de son involution et de sa désintégration en tant que pulsion automatisée, démonisée,
lancé dans l'illimité et l'insensé. Mais comment ne pas s'apercevoir que dans certains traits de cet éros animal, là même où l'on vient nous parler de la nature absolue du vouloir de l'espèce, la racine métaphysique de l'éros en soi est plus visible que dans de nombreuses formes affadies et spirituelles de l'amour humain. Comme dans un reflet inversé, on y lit en effet ce qui est porté au-delà de la vie éphémère de l'individu par la volonté d'être absolument. Ces significations offrent aussi les justes points de référence pour saisir l'élément le plus profond qui agit derrière l'existence humaine quotidienne. Sur le plan de la vie de relation, l'homme a besoin de l'amour et de la femme pour échapper à l'angoisse existentielle et pour faire semblant de donner un sens à sa vie. Inconsciemment, il cherche un succédané quelconque, acceptant et nourrissant toute illusion. On a parlé avec raison de l'atmosphère subtile émanant du sexe féminin, dont on ne se rend pas compte pour tout le temps où l'on est immergé en elle. Mais quand elle disparaît, on sent un vide croissant dans sa propre existence, et l'on est tourmenté par une aspiration vague pour quelque chose de si peu défini qu'on ne sait pas se l'expliquer. Citation de Jack London. Ce sentiment sert de substrat à la sociologie du sexe, au sexe comme facteur de la vie en société, du mariage au désir d'avoir famille, enfants et descendance. Désir d'autant plus vif qu'on s'éloigne plus du plan magique du sexe et qu'on ressent obscurément la déception connue par le désir le plus profond de l'être, au-delà du mirage qui étincelle dans les moments des premiers contacts et les temps forts de la passion. Ce domaine, où l'homme domestiqué enferme habituellement le sexe, de nos jours spécialement, on est en droit de le désigner comme le domaine des sous-produits de deuxième degré de la métaphysique du sexe. Et dans le sens donné par Michelstetter à ces expressions comme un monde de rhétorique qui remplace le monde de la persuasion et de la vérité. On peut aussi rencontrer, plus marginal encore, et comme une direction autonome, la recherche abstraite et vicieuse du plaisir vénusien en tant que stupéfiant et sédatif liminal destiné à cacher le manque d'essence de l'existence finie. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela.